Mais maintenant, vraiment place à la première conférence donnée par Isabelle, donc pollution atmosphérique, de quoi parle-t-on? Donc Isabelle Coll est professeure à l'UPEC, elle est chercheure au LISA, donc on travaille ensemble depuis pas mal de temps. Elle est spécialiste avec une grande expertise donc, sur la modélisation numérique de la pollution. Sa spécialité, en fait, elle vous dira, hein, c'est de faire de simuler des scénarios prospectifs par quelle mesure on pourrait diminuer cette pollution. Et en fait, ce travail, c'est un travail qui nécessite l'utilisation d'ordinateurs, hein, d'informatique, et aussi un travail en amont, en collaboration vraiment avec les sciences humaines, l'économie, les urbanistes et les sociologues pour construire ce sociologue. Et donc Isabelle, elle fait ses travaux donc, dans le cadre d'un laboratoire d'excellence futur urbain où toutes ces différentes branches sont réunies. Voilà, donc Isabelle, c'est à toi. Voilà, donc bonsoir à tous. Je suis très honorée d'avoir été invitée pour ouvrir ce cycle de présentation autour de la pollution atmosphérique et j'espère trouver des solutions tous ensemble pour maîtriser beaucoup mieux notre qualité de l'air. Donc je suis Isabelle Coll, je suis professeure au LISA et c'est vraiment le cœur de mon travail de recherche que je vous présente. Alors j'ai la lourde tâche de devoir démarrer vraiment à zéro pour vous présenter les connaissances les plus fondamentales sur la qualité de l'air et puis vous emmener vraiment jusqu'à des problématiques qui sont nos problématiques actuelles de recherche, telles que le lien entre l'urbanisme, la qualité de l'air, le changement climatique, la mobilité, les comportements. Et donc j'espère réussir à faire ça dans le temps imparti. Et j'espère que vous allez réussir à suivre vraiment toute cette aventure durant ma présentation. Donc le plan de cette conférence, c'est un plan en 3 parties, avec une première partie très académique sur laquelle je rappellerai ou présenterai, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, toute la science autour de la pollution de l'air, les polluants, les sources, les transformations et la manière dont les épisodes de pollution se forment, ces fameux pics et ou pointes de pollution que l'on peut observer à différentes saisons tout au cours de l'année. Dans un deuxième temps, je parlerai du lien réel que la pollution entretient avec la ville. C'est un lien très complexe qui fait intervenir le bâti urbain, les voitures, les citoyens. Et on essaiera de voir ensemble quels sont les moyens que l'on peut imaginer, quels sont les leviers que l'on peut mettre en action pour remédier aux problématiques de qualité de l'air que l'on constate aujourd'hui. Enfin, dans un dernier temps, je parlerai du lien entre le changement climatique et la qualité de l'air, donc vraiment l'enchevêtrement de ces deux problématiques autour de la ville est très particulier et on verra un petit peu quels sont les enjeux qu'il va falloir relever au cours des années à venir. Donc, pour commencer dans cette partie 1, je voulais simplement rappeler un point assez évident, peut-être pour nous qui travaillons au quotidien dans le domaine de la qualité de l'air, mais peut-être pas intuitif, c'est que quand on parle de pollution et de très forte concentration de polluants, on parle toujours de gaz en trace. Les gaz en trace, ce sont des gaz à des concentrations très très faibles. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet, puisque ces polluants ont un impact sur la santé et sur l'environnement, mais les concentrations dont on parle sont des concentrations très faibles. Vous avez ici, pour rappel, la composition de l'atmosphère terrestre au niveau du sol. Donc vous avez un peu moins de 80% de diazote gazeux, un peu plus de 20% d'oxygène gazeux. Mais quand on regarde les concentrations réglementaires, par exemple pour le dioxyde d'azote, vous voyez qu'on parle vraiment de teneurs très très faibles. Alors que sont les polluants? Les polluants sont toutes ces espèces chimiques émises dans l'atmosphère par l'activité humaine. On fait souvent la distinction entre polluants et gaz à effet de serre. En fait, tous sont des polluants, mais certains ont des impacts sur la santé et sur l'environnement. On a tendance à les appeler polluants, et ceux qui interfèrent avec le bilan radiatif terrestre, on les appelle gaz à effet de serre, mais ce sont tous des polluants, et pour preuve, certains agissent à la fois sur l'environnement, ont des impacts sur la santé humaine et se comportent comme des gaz à effet de serre. Donc,
Un des concepts fondamentaux lorsque l'on parle de qualité de l'air, c'est la distinction entre la pollution primaire et la pollution secondaire. On parle de pollution primaire quand on parle des composés qui sont directement émis dans l'atmosphère par les activités humaines. Alors les activités humaines, il y a plein de façons d'émettre des polluants, mais je présenterai ici 3 classes qui sont assez importantes dans la catégorie des émissions. Vous avez en haut tout ce qui est combustion, on la retrouve dans plein de secteurs d'activité qui nécessitent un comburant, qui est le milieu dans lequel va se trouver la flamme, un carburant qui va servir à entretenir la flamme et évidemment une énergie qui est nécessaire pour mettre en œuvre la combustion. On va aussi avoir des frottements qui peuvent émettre, et notamment des particules dans l'atmosphère. Toutes sortes de milieux peuvent être soumis à des frottements et émettre des particules. Et puis enfin en bas, l'évaporation, que ce soit l'évaporation de composés pétroliers qui sont dans des conteneurs, ou l'évaporation de solvants que nous avons à la maison, ou même l'évaporation de résidus organiques qui sont piégés dans des matériaux du quotidien. Donc, si l'on regarde un peu la pollution que l'on a, on a différents types de polluants. Je vais essayer de les représenter sous quelques grandes familles. Donc, on a d'abord les oxydes de carbone, alors monoxyde, dioxyde de carbone, qui sont essentiellement issus de la combustion ou de processus chimiques de transformation atmosphérique. On va avoir ce qu'on appelle les oxydes d'azote. Alors, pourquoi on dit les oxydes d'azote? Parce qu'il y a le monoxyde d'azote, NO, et le dioxyde d'azote, NO2, ils forment une famille, ils s'interconvertissent en permanence et donc on les distingue pas toujours et on les appelle les NOx pour représenter la dualité de cette famille. Les composés organiques volatiles sont une famille très très large. Il y a des milliers, des centaines de milliers de composés qui vont du plus simple au plus complexe. Ce sont des composés qui sont formés de carbone et d'hydrogène. Ce sont ce qu'on appelle aussi les hydrocarbures, mais pas que. Ils peuvent être oxydés, ils peuvent être sous différentes formes. Et les composés organiques volatiles, vous les trouvez dans les produits du quotidien. Ce sont ces solvants qui ont une odeur assez forte parce qu'ils s'évaporent. Ce sont aussi tous les dérivés du pétrole, les bougies, tout ce qui va être à base de carbone. On va également avoir dans les émissions anthropiques les oxydes de soufre. Alors le dioxyde de soufre a été très longtemps un problème de pollution. Il est aujourd'hui quasiment réglé. Néanmoins, le soufre interfère avec la chimie atmosphérique de façon régulière. Et puis nous avons aussi ce qu'on appelle les PM10 et les PM2,5. PM pour l'anglais particulate matter, la matière particulière. Et cette matière particulière, on en distingue 2 fractions qui ont été déterminées pour des raisons sanitaires. On verra ça tout à l'heure. Les particules qui ont un diamètre de moins de 2,5 microns et celles qui ont un diamètre de moins de 10 microns. Enfin, la liste n'est pas exhaustive, je citerai encore quelques métaux, mais il y a bien sûr encore d'autres polluants qui sont susceptibles d'être émis dans l'atmosphère, mais ce ne sont pas ceux sur lesquels je vais focaliser ma présentation. Alors les aérosols, la matière particulière dont je parlais tout à l'heure est un petit peu à part dans le paysage parce que ce ne sont pas des composés qui ont une formule chimique prédéterminée, ce ne sont pas des gaz, ils sont des composants assez complexes de l'atmosphère. Ce sont des petites particules solides ou liquides ou à la frontière entre solide et liquide qui sont en suspension dans l'atmosphère et qui se composent d'un mélange parfois hétérogène de différents éléments. Alors on les caractérise par leur état, on les caractérise par leur taille ou leur granulométrie, c'est-à-dire la variation de taille qu'il y a entre les différents composants de l'aérosol atmosphérique, la composition chimique, ce dont ils sont faits, et la morphologie, c'est-à-dire la forme, le type de surface qu'ils forment. Et vous avez ici quelques-uns des aérosols types que l'on peut trouver dans l'atmosphère pour des fractions de taille qui vont de 10 nanomètres jusqu'à 10 micromètres. Alors vous avez en haut à gauche les suies. Les suies, c'est ce carbone très noir qui est émis par les combustions, mais vous avez aussi de l'acide sulfurique, des aérosols qui sont issus de la combustion de la biomasse, le bois, les plantes, etc., des pollens, des sels de mer, des particules de terrigènes issues, ici dans le cas des dust, sont des poussières désertiques issues du soulèvement du sable des déserts. Et vous avez donc une variété assez importante d'aérosols, sachant qu'ils peuvent aussi combiner plusieurs types d'éléments.
En effet, si certaines particules sont émises directement par l'activité anthropique, par exemple les suies qui sont émises directement par les combustions, eh bien certains aérosols, une partie importante de la phase particulaire, on va l'appeler secondaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas émise, mais elle se forme dans l'atmosphère par des processus qui sont assez complexes et qui dépendent de la taille des particules. Donc au début, on a des molécules qui sont à l'état gazeux, et puis qui peuvent nucléer, c'est-à-dire passer spontanément, parce que c'est plus stable pour ces molécules, sous un état solide. Une fois que ces molécules sont à l'état solide, il peut y avoir condensation de gaz sur la surface de ces particules, une sorte de fixation de molécules de gaz qui vont devenir solides ou liquides sur la surface de ces petits aérosols. Enfin, ces petits aérosols peuvent coaguler entre eux et toutes ces étapes d'évolution, de vieillissement dans l'atmosphère font augmenter la taille de l'aérosol atmosphérique jusqu'à des tailles importantes de quelques microns, et à partir de 10 microns, on peut avoir des aérosols qui vont servir de support pour former des gouttelettes de nuages, par exemple. Donc, en termes de sources, il y a toute une variété de sources, mais il est important de les catégoriser. Donc, on a les sources qui sont liées au trafic routier. Elles ont la particularité d'être le long d'axe, donc on appelle ça des sources linéiques, et elles suivent un cycle diurne qui est celui de l'activité routière. Cela leur donne deux particularités, une particularité temporelle, qui est ce cycle diurne avec un pic du matin, un pic du soir, qui est très marqué, mais aussi cette particularité spatiale qui fait qu'on va retrouver ces émissions le long des axes routiers. Quand on regarde ici, vous reconnaissez l'agglomération, enfin l'Île-de-France avec l'agglomération parisienne au centre, ce sont des émissions d'oxyde d'azote qui sont liées à l'activité routière, et vous voyez que la structure de ces émissions reflète la structure des voies routières principale en Île-de-France. On a les émissions industrielles aussi qui ont la particularité d'être ponctuelles dans le temps, dans l'espace, parce qu'elles sont localisées dans des centres industriels particuliers. Elles sont souvent intenses localement parce que le panache sort d'une cheminée, donc il est très concentré. Elles ont des cycles d'activité qui dépendent de l'activité concernée et donc ne vont pas donner lieu à de l'exposition immédiate parce qu'il n'y a en général pas d'habitation à proximité, mais elles peuvent se transporter et se diluer. On a encore les activités domestiques ou commerciales. Donc, tout ce que j'ai regroupé sous le terme d'activité, c'est l'activité liée à l'emploi. Et donc ces sources-là ont la particularité d'être diffuses. Elles sont dispersées de manière similaire à l'habitat. On va avoir des cycles d'émissions qui sont dépendants de la typologie des activités et qui sont pour certaines continues. Donc voilà par exemple les émissions de composés organiques volatiles issus du chauffage domestique. On voit que ce sont des sources qui sont beaucoup plus diffuses, continues dans l'espace et qui sont proportionnelles à la densité d'habitation. Je ne parlerai pas des sources agricoles qui regroupent un petit peu toutes sortes d'émissions, des émissions routières parce qu'il y a des véhicules agricoles, des émissions qu'on pourrait qualifier d'industrielles parce qu'il y a de la manipulation de produits chimiques, et puis des activités résidentielles parce qu'il y a des bâtiments à chauffer, parce qu'il y a des bâtiments dans lesquels s'exerce une activité commerciale. Évidemment, il y a aussi des émissions naturelles de ces mêmes polluants émis par les activités anthropiques. Elles peuvent être diffuses ou ponctuelles selon le type d'émission, continues, périodiques, épisodiques, intenses ou faibles. Alors quand on parle d'émissions naturelles de polluants, on pense tous au volcan qui émet du soufre. Ce sont effectivement des émissions ponctuelles et intenses, épisodiques. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'émissions naturelles, notamment les feux de biomasse, accidentelle, par action mécanique, l'arrachement de particules sur la surface de la mer. Mais les composés organiques volatiles sont aussi émis par les arbres. Cette bonne odeur de pin des Landes, eh bien, ce sont des composés organiques volatiles qui sont émis dans l'atmosphère et qui forment des aérosols parce qu'ils se condensent sur les particules. Et vous avez aussi, par l'action mécanique du vent, le soulèvement de particules désertiques qui peuvent se transporter sur des milliers de kilomètres et que nous voyons très bien par satellite.
Alors la pollution a évolué depuis les années 1950. On avait eu une pollution qui était très industrielle, soufre, suie. Avec l'évolution des réglementations, ça a beaucoup changé. On n'est plus du tout dans le cas de la pollution de Londres en 1952, où il y a eu presque 2000 morts immédiats, 12 000 morts quand on a fait le bilan a posteriori, et où c'était vraiment de l'acide sulfurique à très haute dose qui se trouvait dans l'atmosphère. Dans les années 60 à 80, avec la réduction des émissions industrielles, on avait plutôt des problèmes de formation d'ozone, des problèmes de plomb liés à l'utilisation du plomb dans les essences, et différentes combustions qui pouvaient émettre du monoxyde de carbone. L'évolution des réglementations et des émissions a amené la pollution à changer encore depuis les années 80. On a aujourd'hui une pollution qui est plus urbaine, plus liée à l'activité routière, mais aussi à d'autres activités commerciales et domestiques, hein. C'est pas uniquement routier, avec beaucoup de dioxyde d'azote et beaucoup de particules fines. Et cela est lié essentiellement au fait que notre activité a changé et qu'on a des trajets en voiture qui sont 10 fois plus importants qu'il y a 50 ans. On marche moins et on utilise nos voitures beaucoup plus, avec une fraction sur certains carburants qui est un peu plus importante qu'auparavant. Et donc ce n'est pas profitable à la qualité de l'air. J'irai assez vite sur les impacts sanitaires, hein, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais en deux étapes, je vais vous présenter un peu ce qu'on peut comprendre de la pollution et de ses impacts. Les particules pénètrent dans notre organisme par les voies respiratoires. Donc il y a 3 zones de dépôt, hein, de l'appareil respiratoire le plus haut vers le plus profond, nasopharyngé, trachéobronchial et alvéolaire. Quand on arrive dans les alvéoles pulmonaires, on est vraiment au cœur de l'organisme. Et là, eh bien, toute la difficulté, ça va être l'élimination de ces particules. C'est ce qu'on appelle la clairance particulaire pour les poumons. Et ça dépend de l'âge, de l'activité physique ou des pathologies des personnes. Mais sachez que les particules qui pénètrent, les plus fines qui pénètrent dans les alvéoles, peuvent rester plusieurs mois. Et donc de là, elles interagissent avec le milieu intérieur et notamment peuvent passer dans le sang avec ce qu'on appelle des HAP qui sont portés sur ces particules. Ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, aromatiques, hein, benzène. Vous savez que ce sont des composés qui sont toxiques. Ils peuvent être toxiques une fois qu'ils sont passés dans le sang. Les métaux peuvent aussi passer dans le sang et avoir des actions oxydantes agressives. Et ils peuvent aussi avoir une action qu'on appelle un cheval de Troie, porter des allergènes jusque dans l'organisme. Le dioxyde d'azote est aussi un composé qui a un impact négatif sur la santé. Il peut rester dans les poumons sur des périodes prolongées et là, en fait, il est très oxydant. Il forme de l'acide nitreux, nitrique, des sels que l'on peut retrouver dans le sang et dans les urines. Enfin, on a retrouvé des particules dans le cerveau qui peuvent s'accumuler, donc franchir certaines barrières physiologiques et causer des dommages sur le système nerveux. Pour parler de l'ozone, qui n'est pas mon focus aujourd'hui, vous savez que l'ozone peut irriter les yeux. L'ozone est un gaz O3, donc 3 atomes d'oxygène liés l'un avec l'autre. Donc c'est très oxydant. Il peut irriter les yeux, mais lorsqu'il pénètre dans les voies respiratoires, eh bien, il peut avoir des actions oxydantes et stressantes tellement fortes qu'il peut contracter les muscles des voies respiratoires, menant à un essoufflement et à des sifflements bronchiques qui sont importants. Donc, en termes d'effets, ça se traduit par toute une liste d'effets, donc des réponses inflammatoires sur le système respiratoire, bronchite, maladie pulmonaire obstructive chronique, favorisation de l'asthme et même déclenchement de crises d'asthme, et jusqu'à des lésions pulmonaires permanentes. Un des effets négatifs du dioxyde d'azote est même de favoriser les infections pulmonaires, mais à haute dose. Alors on va avec les particules jusqu'au risque de cancer bronchique. Les impacts sur le système cardiovasculaire ont été plus longs à démontrer dans l'historique de la pollution de l'air parce qu'on ne comprenait pas comment les infarctus pouvaient être liés à le fait de respirer des polluants. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce que ces polluants échangent au niveau du poumon avec le sang. Et donc, les particules peuvent faire des dommages artériels importants, perturber la coagulation sanguine et donc amener à des infarctus du myocarde. Et ces accidents cardiovasculaires sont en plus grand nombre lors des épisodes de pollution.
Et les particules ultra fines sont particulièrement dangereuses dans ce cadre-là parce qu'elles sont toutes petites, donc il y en a énormément. Elles ont une très grande surface et donc elles peuvent porter beaucoup de composés à leur surface et échanger avec le sang. Elles sont aussi plus difficiles à illuminer parce qu'elles sont très fines. Enfin, des impacts sur le système nerveux ont été observés. Les mécanismes ne sont à l'heure actuelle pas compris, mais on observe dans des cas d'exposition certains ralentissements du rythme cardiaque, par exemple, ou des phénomènes d'apnée. Ce qui est important, c'est de voir deux choses. Le fait que, pour le NO2 notamment, la répétition d'exposition à plus basse concentration a montré un affaiblissement du système biologique et donc une plus grande sensibilité à la pollution. Et aussi l'effet de synergie, c'est-à-dire que finalement, les différents polluants agissent de façon plus agressive lorsqu'ils sont ensemble que la somme de leurs actions isolées. Le devenir des polluants dans l'atmosphère, alors voilà, c'est un point important, une étape nécessaire pour pouvoir après discuter de la pollution primaire, secondaire, des épisodes et de comment y remédier. Donc la pollution primaire, c'est la pollution qui est liée aux polluants qui sont émis directement dans l'atmosphère, donc en général dans des zones anthropisées où on a de l'activité humaine importante. Et ce nuage-là est très dense au-dessus des villes parce que finalement les polluants mettent un certain temps à se diluer, donc ils sont très concentrés près des villes. Et si on devait tracer la courbe de leur concentration, eh bien ça ferait une grande cloche au-dessus de la ville pour montrer que les concentrations sont importantes. Lorsque le vent souffle, les polluants sont brassés mécaniquement, sont transportés vers l'extérieur de la ville et donc les concentrations diminuent au fur et à mesure et le pic de concentration se déplace vers l'extérieur de la ville et au bout d'un moment, eh bien, on finit par perdre la trace de ce panache parce qu'il se dilue. Alors il se dilue plus ou moins vite si on a déjà ces composés qui sont présents dans l'air de fond avec lequel ils se mélangent et ça dépend des espèces. Pendant ce temps, pendant que ce panache se dilue et se transporte à l'extérieur de la ville, eh bien, il se passe toute une chimie qui va transformer les polluants en polluants secondaires. Et ça va former cette fameuse pollution secondaire dont on parle beaucoup, et notamment la pollution à l'ozone est une pollution secondaire. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous avez des composés organiques volatiles et des oxydes d'azote qui sont la base de ce mélange nécessaire pour produire de l'ozone. Sous l'action du rayonnement solaire, eh bien, il y a des molécules qui sont cassées. Quand elles sont cassées, ces molécules elles sont très réactives, elles forment ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres vont générer une chimie assez agressive. Donc vous avez ici le panache qui s'est un petit peu dilué. Tant qu'il est trop concentré, il ne peut pas produire d'ozone parce que les concentrations ne sont pas dans le bon régime. C'est comme un régime moteur, il y a des concentrations dans lesquelles ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit un tout petit peu dilué pour produire de l'ozone. Et à partir de là, ça va pouvoir commencer. Sauf qu'à partir de là, on n'est plus au-dessus de la ville, on est au-dessus des zones périurbaines ou rurales, et c'est là qu'est produit l'ozone en grande quantité. Par quel biais? Eh bien, vous avez ces radicaux qui réagissent avec des composés organiques volatiles, des hydrocarbures, ils les attaquent et ils vont commencer à les casser. Et à chaque fois qu'ils vont casser des hydrocarbures pour former des hydrocarbures plus petits et oxydés, parce que dès que les hydrocarbures sont cassés, ils s'oxydent avec l'oxygène de l'atmosphère, eh bien, à chaque fois qu'ils vont les casser, ça va nécessiter l'intervention du dioxyde d'azote et du monoxyde d'azote qui ne vont pas être perdus parce qu'ils vont se transformer l'un en l'autre, mais à chaque fois qu'ils vont se transformer l'un en l'autre, ils vont produire une molécule d'ozone. Et donc, on va avoir un cycle radicalaire qui produit de l'ozone. Alors évidemment, les oxydes d'azote ne sont pas tous conservés, une petite partie est perdue sous une forme un peu complexe, mais ce n'est pas la majorité. Donc en fait, ce cycle il peut tourner tant qu'on a des hydrocarbures, et on a des hydrocarbures parce que les hydrocarbures qui sont oxydés et cassés reviennent dans le cycle pour reparticiper au cycle et se recasser et se reoxyder à nouveau. Et on a même, chose aggravante, les composés organiques volatiles émis par les zones rurales qui vont venir contribuer. En plus, ce sont des hydrocarbures qui sont plutôt réactifs et à l'échelle de quelques heures participent grandement à la formation d'ozone. Donc ce cycle est très très favorisé, on a beaucoup d'ozone qui se forme et dernière chose aggravante, c'est que l'ozone va être cassé par les rayons du soleil. Et
quand elle est cassée par les rayons du soleil, cette molécule forme des radicaux qui vont former un autre cycle de production d'ozone. Et donc, c'est vraiment une condition favorable sous le vent des villes, avec un ensoleillement fort pour la production d'ozone. Alors, pourquoi est-ce que ça a une fin finalement? Eh bien, parce qu'au bout d'un certain moment, soit c'est la fin de la journée, donc il n'y a plus d'ensoleillement, soit on va avoir une compétition entre NOx et radicaux qui vont être défavorables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les NOx qui interviennent là, les NOx sont un petit peu dilués, et donc les radicaux vont venir réagir et terminer le cycle. Et ils ne vont plus laisser les NOx continuer à produire de l'ozone. Mais surtout, ce qui va permettre de faire diminuer les concentrations d'ozone, c'est que au fur et à mesure de sa production, une partie de la quantité d'ozone qui est formée va se déposer au sol, et avec plus d'affinité pour les végétaux. Donc l'ozone va se déposer assez fortement sur les végétaux. C'est d'ailleurs ce qui constitue une des problématiques environnementales, puisque ça nuit au rendement agricole. Donc ce cycle finit avec l'arrêt de l'ensoleillement, avec la dilution, etc. Et on a donc, de façon un petit peu schématique, une pollution primaire plutôt au-dessus de la ville, plutôt des NOx et des COV, et une production de pollution secondaire plutôt sous le vent des villes et plutôt de l'ozone. À titre d'illustration, vous avez ici une carte de la moyenne annuelle en 2013 de NO2 sur Paris, éditée par Air Paris. Vous voyez que c'est une pollution très primaire, très centrée sur la zone urbaine dense de Paris. Et le nombre de jours de dépassement du seuil d'ozone en 2013, vous voyez bien que ce n'est pas en plein centre de Paris que l'on a les dépassements, mais bien sous le vent de la ville. Donc si vous habitez au sud-ouest de Paris, vous êtes plus fortement exposé. Alors, comment se forment les épisodes? Les épisodes se forment quand on n'a pas les conditions météorologiques favorables pour la dilution des composés. Une concentration, on parle de concentration de polluants, n'oublions pas que c'est une quantité divisée par un volume. Si vous mettez la même quantité dans un grand volume ou dans un tout petit volume, eh bien la concentration ne va pas être la même. Et donc, quand il y a un tout petit volume de dilution, il y a donc une très grande concentration. Donc, qu'est-ce que c'est un tout petit volume de dilution? On parle de dilution, par exemple, d'un panache ici de voiture. Alors, lorsque le soleil chauffe le sol, ce sol chaud permet la formation de turbulences, de cellules de mélange vertical des polluants. Ça se passe tous les jours dans l'atmosphère. Et les polluants montent jusqu'à une certaine hauteur, qui est la hauteur des cellules formées par le chauffage du soleil au sol. Eh bien, plus cette hauteur est grande, plus le panache va être dilué. Mais la dilution, c'est aussi la dilution horizontale, et donc plus le vent est fort et plus mécaniquement, on va amener les polluants à se brasser avec l'air propre, l'air de fond urbain, et donc plus il y a de vent et plus c'est dilué. Cela veut donc dire que quand il n'y a pas de vent et des faibles hauteurs de mélange, on va avoir des épisodes de pollution. Prenons l'exemple d'une situation anticyclonique d'été avec un nuage de pollution primaire sur la ville. On est en été, le sol est chaud, donc il y a un mélange par le bas. Mais une situation anticyclonique, c'est une situation avec des masses d'air descendantes et donc ce qu'on appelle un couvercle atmosphérique vraiment qui limite sur la hauteur le mélange des polluants. Mais surtout, ce qui est caractéristique des situations anticycloniques, ce sont les faibles vitesses de vent qui font que finalement les panaches ne sont pas brassés mécaniquement sur l'horizontale et donc se déplacent sans vraiment se diluer sur l'horizontale. Par ailleurs, ce sont des situations chaudes. Dans des situations chaudes, il y a beaucoup plus d'émissions de composés organiques volatiles issus des arbres, donc biogéniques, et donc beaucoup de formation d'ozone, sans compter que la formation d'ozone est plus rapide avec des températures un petit peu plus importantes. Donc c'est une pollution qui va mener à un pic d'ozone en zone rurale ou périurbaine beaucoup plus important. La pollution estivale en situation anticyclonique est secondaire, elle est régionale, donc à l'échelle de la région, elle est étendue et c'est souvent une pointe dans l'après-midi. La situation anticyclonique d'hiver, elle, est assez différente. Alors une situation anticyclonique, je vous ai dit que c'était une situation dans laquelle on a des masses d'air qui sont à haute pression et forment ce couvercle atmosphérique, sauf qu'on est en hiver, donc il fait froid, il n'y a pas de mélange par chauffage du sol, et donc la hauteur de mélange est vraiment très basse. À cette époque, on est toujours dans des situations de faible vent,
il fait très froid et vont s'ajouter en fait toutes les émissions liées au chauffage par la biomasse qui émettent beaucoup de particules et beaucoup de composés gazeux de combustion. Et donc ce mélange primaire va être caractéristique des épisodes d'hiver. Pollution primaire, pollution urbaine, plutôt homogène, c'est-à-dire que finalement ça finit par s'homogénéiser à l'échelle de la ville. Et c'est essentiellement le matin parce qu'on a beaucoup de voitures, mais ça continue toute la journée parce qu'on a aussi une pollution par le chauffage domestique qui est toute la journée. Alors, je peux ici vous présenter un exemple. Vous avez ici les concentrations de NO2 qui sont mesurées durant un épisode d'hiver par Air Paris. Donc, vous avez 3 stations périurbaines. Donc, ces stations périurbaines, elles montrent des concentrations un peu plus fortes au moment de l'épisode. C'était début décembre 2016 en NO2. Et si l'on regarde tout ce qui est mesuré dans les stations urbaine, eh bien on voit que les concentrations suivent un cycle journalier qui est assez régulier. Les concentrations urbaines sont un peu plus fortes que les concentrations rurales. Et au moment de l'épisode, on peut avoir un vrai différentiel des concentrations parce qu'il n'y a pas de vent et pas de dilution possible des concentrations. Alors c'est pareil pour les particules, donc je vous le fais un petit peu plus vite. Le rural, l'urbain et l'épisode.